40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 40 nuances de Next, c'est Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Je me suis permis de voler le micro à Olivier et Thomas puisque je trouve ça vraiment très bien qu'il y ait cette initiative qui parle des entreprises du Next 40, mais je me suis dit que c'était peut-être utile de rappeler ce qu'était le Next 40 et puis de passer un petit message à toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs qui font aujourd'hui le Next 40. Le Next 40, c'est une initiative qui avait été imaginée à l'origine par Mounir Majoubi, que j'ai repris, et qui vise à un objectif simple, c'est de mettre en avant 40 entreprises qui font aujourd'hui la force et la visibilité du numérique en France et de mettre à l'agenda médiatique, à l'agenda politique, à l'étranger, en avant ces entreprises pour montrer que nous aussi, en France, on sait créer des champions. Alors, un peu factuellement, on l'a fondé sur les levées de fonds. Très honnêtement, c'est un petit peu injuste pour plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui font des super boîtes, qui ont un BFR négatif, qui n'ont pas levé de fonds. Mais quelque part, les entrepreneurs et les entrepreneuses qui ont choisi les critères se sont dit qu'il fallait faire simple, que le critère mondial, c'était la levée de fonds. Et donc, on a maintenant ces 40 boîtes et j'en suis extrêmement fier. Elles auront bientôt un an, puisqu'on les a annoncées à l'automne. Elles ont vocation à se renouveler chaque année et chaque année à mettre en avant ce qui fait la sève et ce qui fait la puissance de l'économie numérique française et ce qui fera, je l'espère, demain des champions qui seront capables de se mesurer aux autres champions, qu'ils soient américains et chinois. Si j'ai un message pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui aujourd'hui sont des entreprises du Next 40, qui aujourd'hui sont la tête des entreprises du Next 40, c'est de leur dire de rien lâcher. Bien sûr, la crise, elle est dure, la crise, elle va durer. La crise, elle met les entreprises, les organisations, les hommes et les femmes sous tension. Mais c'est dans les crises que se révèlent les caractères, c'est dans les crises que se révèlent les organisations. Et après les crises, il y a toujours des opportunités formidables. Et ce que j'espère, c'est que la French Tech, le Next 40, ressortira encore plus fort de cette période. Et pour ça, nous, on compte sur vous parce que nous, on essaye de faire le cadre, on essaye de créer l'environnement pour vous donner envie d'avoir envie. Mais les seuls qui peuvent faire en sorte que demain, la France entière s'en sorte, ce sont les entrepreneurs, les entrepreneuses et tous leurs salariés. Eh bien, ça fait plaisir de se faire voler le micro par un ministre. Si quelqu'un d'autre veut nous prendre le micro avec Olivier, qu'il le prenne maintenant ou se taise à jamais. Je suis ravi de prendre le micro. Je suis Jean-Charles Samuelian et bienvenue dans le podcast 40 nuances de Next. Eh bien, voilà pour l'intro. On retrouve comme à chaque épisode Olivier, président de The Camp, vice-président de France Digital, entrepreneur et investisseur. Salut Olivier. Salut Thomas, salut Jean-Charles. Écoute, pour redire qui tu es, même si tu es déjà célèbre maintenant Thomas, tu es le cofondateur de Feuille Blanche du collectif Les OVNI. Et par ailleurs, on est ravis de recevoir Jean-Charles aujourd'hui parce que c'est aussi une start-up qui a fait l'actualité pendant le confinement, on va en reparler. Et c'était bien sympa au ministre de se prêter au jeu. En général, c'est moi qui prétends ce qu'est le Next 40, mais c'est vrai que de l'avoir de la bouche du ministre qui, lui, avait repris, comme il l'a reconnu avec gentillesse, l'idée de Mounir Majoubi en la magnifiant, on a la chance du coup d'avoir une belle présentation de ce concept du Next 40 qu'on va continuer tout au long de nos 40 émissions. Alors Cédric O l'a dit, avant de présenter nos partenaires qui vont rythmer l'émission, comme je disais, Cédric O l'a rappelé, le Next 40 c'est des critères très spécifiques, donc il avait conscience que toutes les belles startups qui peuplent la France et qui vont conquérir le monde ne sont pas de fait dans ce palmarès. Et du coup peut-être une première question Jean-Charles avant de rentrer dans ton podcast à toi. Est-ce qu'il y a une start-up qui n'est pas au Next 40 que tu aurais aimé retrouver dans ce palmarès? C'est une super bonne question. Alors, pour être honnête, je ne connais pas toutes les startups qui sont dans le Next 40, la liste complète. Je crois que pour nous, c'est une énorme chance d'être dedans et pour les acteurs qui y sont. Mais j'essaierai de ne pas faire deux catégories de boîtes. C'est en effet, il y a plein de manières d'être successful et d'être des très bons entrepreneurs. Avec des visions de boîtes mondiales ou d'ailleurs faire des boîtes profitables très vite, non financées par le VC. Du coup, je vais pas nécessairement citer de noms, qui sont peut-être déjà dedans. Je sais qu'une boîte comme Conto, par exemple, je suis pas sûr qu'ils étaient dans le Next 40, mais qui est une boîte extraordinaire. Il y en a plein d'autres. Mais ce qui compte, c'est encore une fois qu'on ait une dynamique et un tissu d'entrepreneurs qui ont des belles ambitions, mais des ambitions à plein de niveaux différents. Je pense que c'est ça qui est important pour la France.
Alors peut-être ce que je voulais repréciser, merci Jean-Charles. Thomas, je vais repréciser et rappeler quand même qui sont nos partenaires, parce que quand on parle du Next 40, on parle de donner la voix à des champions. Et l'important aussi, c'est que cette voix porte loin et fort pour déclencher des vocations et repartir de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour imaginer le monde de demain. Donc nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de 40 nuances de Next, ce sont d'abord 2 partenaires médias fidèles depuis le début et très précieux à nos yeux. On les entendra également tout au long de l'émission de Jean-Charles. Il y a Madines tout d'abord et également le journal La Tribune. On a également 2 partenaires de l'écosystème qui sont également là depuis le début et dont on entendra l'un des 2 qui est France Digital. Donc on l'entendra tout à l'heure. Et ils se font également la chambre d'écho et le relais sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et puis également la French Tech, sous l'égide justement du ministère de l'économie et des finances à Bercy, qui soutient 40 nuances de Next. Et notre partenaire technique avec Saoti. Je sais que tu aimes bien le rappeler, Olivier, mais comme tout le monde en a conscience, on sort progressivement du confinement, ce qui nous empêche pas de continuer à respecter la distanciation physique, sociale. On est à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Donc, pardonnez les quelques sauts de son qu'il pourrait y avoir pendant 7 heures et demie qu'on va passer avec Jean-Charles, et pardonnez aussi peut-être quelques bruits de nouveau-nés qui pourrait y avoir en arrière-plan. Ça peut arriver en effet. Je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler d'Alan. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Dans la rubrique Pitch, alors excuse-moi, je te vole la parole Thomas, mais j'adore cette petite partie qui est effectivement bien connue de l'ensemble des start-upers. On appelle ça Pitch au mon pitch, Jean-Charles. C'est aussi pour pouvoir présenter ta start-up, qui est déjà plus peut-être qu'une start-up, qui est déjà une scale-up, puisque tu fais partie du Next 40. En plus, tu es un entrepreneur à succès. Mais parfois, on appelle ça aussi le pitch before and after. C'est comment est-ce que tu présentais Alan quand tu l'as lancé. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui quand tu le représentes et quand tu joues ce jeu un peu du pitch, c'est-à-dire présenter le projet en seulement quelques phrases? Ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde le manifesto qu'on avait écrit début 2016, quand on a créé la boîte avec Charles, mon cofondateur. Il reprenait à peu près ce qu'on dit aujourd'hui, qui est que notre mission, c'est de transformer le système de santé et de transformer la santé pour la rendre plus juste, plus simple, plus transparente, plus empathique pour tous. Et qu'on a décidé de commencer par créer la meilleure assurance santé pour faire ça, mais que c'était une étape dans notre vision long terme qui est d'être l'app que les gens utilisent pour naviguer leur santé, leur prévention, leur bien-être aux moments de santé les plus difficiles et les aider à gérer toute la logistique de tout ça avec, encore une fois, l'assurance complémentaire santé comme cœur. Et ça reste. La grande différence entre le début et maintenant, c'est que les premières étapes qui étaient celles du futur au départ, qui étaient de construire une assurance, commencer à développer des systèmes de santé qui étaient des énormes montagnes devant nous, sont derrière nous. Et du coup, on continue maintenant à montrer qu'on doit exécuter sur cette mission et cette vision. Tu parles de ta vision, on a des questions de nos partenaires qu'on va te faire écouter tout de suite, mais je me faisais la remarque, on a souvent dans les rendez-vous qu'on peut avoir avec nos clients un sujet autour de la love brand et il y a un nom de boîte qui revient, je crois, à chaque atelier, quel que soit le client, c'est Alan. Avant, on pouvait être très fier quand on disait je suis le Blablacar 2, je suis le Uber 2, et là on savait que Uber ou Blablacar étaient déjà des réussites. Aujourd'hui, c'est Alan. Comment tu l'expliques? Déjà, on est très flatté, parce que c'est la concrétisation du travail énorme de toute l'équipe. On essaye de mesurer ça, en effet, avec un Net Promoter Score qui est entre 70 et 75, qui est un outil de mesure de la recommandation et qui est bien au-dessus du reste de l'industrie. Mais si je devais l'expliquer, je pense que ça vient de l'empathie qu'on met dans le produit et de notre sens du détail. On essaye vraiment de comprendre quels sont les enjeux des personnes qui sont confrontées à la complexité infinie du système de santé, à la complexité infinie des mutuelles qui ont vécu sur un peu et qui ont gagné leur beurre sur cette complexité-là. Et nous, on arrive en essayant de rendre ça clair, simple, en essayant d'expliquer ça aux gens et de faire en sorte que chaque étape du produit soit
delightful, j'utilise un peu un franglais, mais cette notion de delight, c'est comment je vais surprendre et ravir mes utilisateurs sur chacune des interactions. Et ça, on y passe énormément d'énergie dans les moindres détails, de quand je vais me faire rembourser, à quand je vais interagir avec le service client, à quand je vais m'inscrire. Et ça, c'est petite brique par petite brique. Les gens voient qu'on fait attention à eux, voient qu'on essaye de résoudre leurs problèmes, voient que quand ils nous font un retour, on essaye d'améliorer encore le produit en continu. Et je crois que c'est ça qui a fait la croissance. Et après, bien sûr, c'est dans la qualité des services, à la fois autour de l'assurance, santé, où on rembourse plus vite maintenant même que la sécurité sociale, où tout est clair, où je sais combien ça va me coûter avant d'aller chez un médecin, à la gestion côté RH, parce que les RH, c'était un casse-tête pour eux avant et on a automatisé tout ça et rendu ça beaucoup plus simple, aux services de santé, comme la télémédecine, la méditation. On a là récemment offert des masques à toutes les entreprises qui sont clientes chez Alan en 2 clics. Ça, c'est des petits moments magiques, en effet, je pense, qui montrent qu'on fait attention à eux. Il y a le terme frictionless aussi qui est très présent dans l'émission. Ouais, c'est important pour nous, ouais, on l'utilise beaucoup en interne. Et alors, du coup, avant peut-être de lancer de recevoir nos invités surprises, Thomas, moi, je trouvais intéressant d'écouter Jean-Charles aussi sur l'actualité, parce que c'est vrai que Alan a une actualité très récente. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais moi, je suis d'ailleurs, je le révèle à tout le monde, je suis un client très satisfait d'Alan, à titre personnel. Je suis hélas pas investisseur, mais justement, pour parler d'investissement, je crois que... Ça nous fait un autre point commun, Olivier. Ouais, tu es client également, bon, voilà. Ouais. On est entouré de clients satisfaits. Formidable. Une bonne pub entre un ministre qui fait l'introduction et 2 animateurs qui sont clients, on est bien. Je pensais, donc je crois que effectivement vous avez fait une belle levée de fonds qui a été annoncée pendant le confinement. J'ai entendu parler de 50 millions d'euros. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu cette actualité, parce que pour le coup, elle est très récente. Je crois qu'en tout, vous avez levé, il me semble qu'il était annoncé autour de 125 millions d'euros depuis le début de l'histoire d'Alan. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. On vient de lever 50 millions d'euros avec Temasek et Index Ventures, qui est notre actionnaire un peu qui nous suit depuis notre Series A. Là, c'était notre Series C, donc notre, en gros, 4e tour d'investissement. Il y a eu Seed, Series A, Series B et Series C, qui amène le total à 125 millions d'euros. Et on l'a fait pour nous aider à continuer à accélérer. On n'avait pas besoin particulièrement de cash à ce stade, parce que on a bien grandi et comme on avait levé déjà pas mal d'argent, on avait encore pas mal, mais on s'est dit, on est en train, et en particulier avec la crise qu'on est en train de tous vivre et qu'on a vécu là ces dernières semaines et ces derniers mois, la complexité du système de santé n'est que plus présente dans la tête de tous. La digitalisation de ce monde est aussi hyper important, la digitalisation des entreprises, la digitalisation de la santé. Le rôle des employeurs aussi, nous on couvre beaucoup d'entreprises dans la santé de leurs salariés, je pense, a été aussi mis sous les projecteurs très fort dans cette période. Et du coup, notre mission n'a été que renforcée et on décide d'accélérer à la fois en France, à la fois sur l'offre d'assurance, à la fois sur les services de santé et à l'international, parce qu'on lance l'Espagne et la Belgique, et on a eu beaucoup de chance d'avoir pas mal de sollicitations d'investisseurs. Et ces sollicitations-là, on les a concrétisées avec cet investissement de Temasek, en effet, qui est un investisseur très long terme et donc aligné avec notre vision de transformer la santé. Alors Jean, je n'avais pas commencé par cette question de notre part, mais du coup tu évoques l'international. Je te propose d'écouter Géraldine Russell, qui est journaliste à Dinet. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Jean-Charles, voici ma question. Quels sont les enjeux pour Alan de l'internationalisation d'un modèle qui a été initialement adapté aux spécificités françaises? Alors nous, on a en effet un modèle qui est très multilocal, c'est-à-dire que chaque pays a son système de santé, chaque pays a ses contraintes réglementaires, etc. Mais on croit que ce qu'on arrive à créer, c'est une plateforme technologique qui nous permet à la fois de construire un produit d'assurance très vite, à la fois de construire des interfaces utilisateurs très rapidement et des services de santé très rapidement qui s'adapteront à chaque pays. Et ça, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un go-to-market, donc une capacité à rentrer sur les marchés très rapide et à utiliser
tout notre actif, donc tout notre savoir-faire de produits, et on parlait de delightful et de frictionless au précédent, mais ça, on essaie de l'appliquer à tous les pays. Et notre enjeu, et ce qui est très très dur, et c'est pour ça que si on réussit, ce sera assez extraordinaire, c'est de montrer qu'on arrive à ce socle commun d'interface et de services pour tous les pays, et de la spécialisation pays par pays. Le rêve un peu à terme, c'est de se dire, si on est la seule boîte de santé qui est dans tous les pays d'Europe, est-ce qu'on peut pas commencer à créer des produits d'assurance et des produits de santé qui sont hors des frontières et européens, mais ça c'est dans un second temps. Déjà, essayons de faire très bien le multilocal avec la Belgique et l'Espagne. Ce que ça implique aussi, c'est que nos general managers locaux sont de vrais entrepreneurs à qui on donne beaucoup de pouvoir, et c'est très lié à notre culture de responsabilité distribuée, c'est qu'on donne beaucoup de pouvoir à tout le monde. Alors du coup, comme tu as employé des mots dans le jargon des startups ou du franglais, je me permets de les expliquer aussi, parce que on essaie justement de toucher un public plus large, et puis c'est intéressant de repréciser finalement les qualités que tu mets en avant. Quand tu parles de delightful ou de frictionless, bon, ça veut dire qu'en gros, ce qui est important pour vous, c'est l'expérience utilisateur, donc une expérience utilisateur sans friction, très fluide. Et donc voilà, je tenais à le dire parce que souvent dans notre jargon on utilise le terme de UX, User Experience, donc l'expérience utilisateur, et c'est une des clés, je crois, du succès et des priorités en tout cas que vous mettez sur le produit Alan. C'est aussi ce qui fait la différence sur la partie, enfin sur le fait que toi t'apprécies Alan, que j'apprécie Alan, et que je pense que tous les utilisateurs à un moment voient la différence entre ce qu'ils avaient pu vivre avec leur ancien assureur ou mutuelle et ce qu'ils vivent aujourd'hui avec Alan. Sans faire de pub et de la pub et de la pub, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est important de le redire, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Charles, avant de faire venir un deuxième invité dans ton émission. Je trouvais important d'insister là-dessus, parce qu'au départ, initialement, moi je venais du e-commerce, et l'expérience n'était pas forcément l'expérience utilisateur dans les interfaces web ou mobile, n'était pas forcément le cœur du savoir-faire et la valeur ajoutée la plus appréciée des startups françaises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ça y est, tu as des fonds d'investissement. Alors, je crois qu'il y en a un, donc tu les as cités, mais de Singapour et de Londres. Et donc, ils voient dans Alan ce potentiel mondial, donc multilocal que tu viens de décrire, et qui se fait notamment par une différence à travers l'expérience. Et notamment quand on disrupte ou quand on plateformise ou quand on révolutionne un secteur aussi important. Alors, ça peut être parfois dans le cas des banques. On a eu déjà United Credit, par exemple, ou quand on a le secteur de l'assurance ou la prévoyance santé. On s'attaque à des gros morceaux, et c'est l'expérience utilisateur qui est un des éléments fondamentaux, parce que c'est des secteurs qui n'ont pas évolué depuis des années, voire des dizaines d'années, donc qui ont toujours proposé des mêmes expériences et qui n'ont pas évolué tellement avec les technologies. Oui, je suis complètement aligné. C'est vraiment la notion en fait de produit au sens large et donc d'expérience utilisateur est hyper importante. Elle a été peut-être un peu trop négligée à une époque en France, et c'est en train de changer bien heureusement. Mais la qualité du design, la qualité de résoudre ce qu'on appelle le jobs to be done, là aussi j'utilise un peu un franglais, mais c'est un outil qui est hyper intéressant, qui a été énoncé par Christensen, qui est quel est le vrai problème pour lequel je suis recruté par mes utilisateurs. Et j'aime bien cette notion des utilisateurs recrutent une entreprise pour les aider à résoudre un problème. Et utiliser ça et aller dans les moindres détails, et après faire des ruptures technologiques, parce que nous, pour avoir une expérience utilisateur aussi simple, il faut en fait reconstruire plein de choses hyper complexes derrière. Ça, c'est tout l'enjeu, et en effet, le faire à l'international, c'est aussi un enjeu extrêmement difficile, et c'est pour ça que je pense qu'on a réussi à attirer des investisseurs internationaux de premier rang. Ouais. Alors, pour continuer à parler un peu de business et des affaires et de ton marché avec toi, on va avoir un deuxième invité surprise. Vous avez un message. Bonjour Olivier, bonjour Thomas, bonjour Jean-Charles. J'ai une question assez simple pour Jean-Charles. C'est qu'est-ce qui fera la valeur d'Alan dans 10 ans? Est-ce que c'est une mutuelle qui a grossi, qui est devenue une des premières mutuelles de France ou d'Europe? Est-ce que c'est une plateforme de santé? Est-ce que c'est les données de ses utilisateurs? Comment ils voient Alan dans 10 ans et comment ils voient grandir sa boîte? Bon, pour ceux qui n'ont pas reconnu que c'est Cédrico, la même voix qui faisait l'introduction, c'est donc bien Cédrico qui te pose la question, Jean-Charles. C'est une super bonne question de notre ministre. Ce qu'on voit dans 10 ans pour nous, c'est en effet avoir un peu créé une nouvelle catégorie
c'est-à-dire avoir un peu dépassé la notion juste de complémentaire santé ou mutuelle, mais être vraiment cet allié, ce partenaire qui est dans la poche de tous les Européens et même en dehors de l'Europe et qui m'aide à naviguer le système de santé avant que je sois malade et quand je suis malade, qui m'aide à prendre les meilleures décisions et qui centralise un peu tout ça au bon endroit. Cédric a mentionné la notion de la donnée qui est hyper importante. Je pense que surtout en santé, on doit être souverain sur notre donnée, on doit protéger nos utilisateurs, les gens doivent avoir le contrôle de leurs données de santé et ça c'est très très important pour nous. Par exemple, on a écrit dans nos statuts dès la création de la boîte que on ne vendrait jamais les données de santé à des tierces parties et ça c'est vraiment important. Ce qu'il faut, c'est être très explicite avec les utilisateurs et arriver à se dire j'utiliserai la donnée pour arriver à vous accompagner à mieux vivre votre santé si vous en avez envie. Je vais juste donner un exemple. Aujourd'hui, on fait des outils de prévention. Par exemple, si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis plus d'1 an, on va vous pousser automatiquement les dentistes autour de chez vous qui sont totalement remboursés par Alan pour aller faire un check-up. Mais ça, on ne le fait que dans des conditions d'opt-in. Donc, les gens doivent explicitement nous dire qu'ils autorisent à Alan à utiliser leur historique de données de remboursement sur le dentaire pour qu'on puisse faire ça. Et ça, c'est très important, je pense, de considérer ça. Et pour donc finir sur la question, notre mission, elle est de transformer la santé et le système de santé, de l'améliorer et d'en réduire la complexité, de l'améliorer pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les utilisateurs finaux comme pour les professionnels de santé. On pense que les deux sont extrêmement liés en nous concentrant sur les utilisateurs finaux, sur les citoyens. Et pour réussir ça, en effet, il faudra faire la meilleure mutuelle et la meilleure complémentaire santé. En tout cas, nous, on est une assurance complémentaire santé. Et ça, être le leader du marché, ça fait aussi partie de nos ambitions. Eh ben, on va poursuivre avec les ambitions d'Alan, avec une question de notre partenaire La Tribune, avec son directeur de la rédaction, Philippe Mabille. On l'écoute. Vous avez un message. Le téléphone n'arrête pas de sonner pour Alan. Bonjour Jean-Charles, ma question porte sur l'accélération de la digitalisation de la santé. Vous en avez déjà beaucoup parlé, mais moi, la question qui vraiment me conduit à m'interroger, c'est est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Est-ce que vous ne risquez pas d'être un peu trop nombreux à vouloir faire la même chose, à vouloir créer la grande plateforme de santé mondiale? Et comment est-ce que vous envisagez réussir finalement à vous imposer face à une concurrence qui est aujourd'hui accrue? Beaucoup d'appelés mais peu d'élus, donc comment ferez-vous pour remporter la première place sur le podium? Je pense que c'est comme dans toutes les industries, il y a toujours beaucoup d'acteurs qui essayent de résoudre un problème et il y a peu d'élus. La santé est un système tellement complexe que je pense qu'il peut être approché sous différents angles. Il y a beaucoup de gens à aider. Donc, on est ravis qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui essayent d'améliorer le système. D'ailleurs, nous, on se dit, on peut travailler à la fois en partenariat, comme on l'a déjà fait sur la téléconsultation. On est en partenariat avec Livy, comme reconstruire nous-mêmes les fonctionnalités. Donc, on est assez ouvert et je pense que pour nous et pour réussir, c'est toujours le même chemin. C'est arriver à identifier très bien les problèmes des gens, les résoudre un peu mieux que les autres et faire en sorte que on grandisse par bouche à oreille, par la qualité du produit. Et ça, c'est encore une fois identifier qu'est-ce qui résonne avec les gens. Et la crise actuelle, encore une fois, a montré que la digitalisation de la santé était un sujet plus que pressant de tous les côtés, pour tous les acteurs, et que, en fait, une santé non digitalisée pouvait aussi créer de l'inégalité, parce que de l'inégalité d'accès aux soins, si on n'a pas accès à la meilleure information, et on a vu qu'il pouvait avoir un peu un surplus d'informations. Donc, voilà, nous, pour gagner, on va essayer juste de faire ça un peu mieux que les autres, et les autres qui sont très bons, on essaiera de travailler avec eux. Alors tu l'as dit, hein, on peut grandir grâce aux bouche à oreille, on peut aussi grandir par des acquisitions. Et alors, autant avec Olivier, on aime beaucoup les questions philosophiques, mais notre partenaire Nicolas Brienne, qui est déjà à France Digital, lui aime bien les questions piquantes. Alors on te la propose. Vous avez un message. Bonjour Jean-Charles. Alors moi j'avais une question très simple. L'assurance grandit beaucoup par croissance externe.
parfois dans des métiers assez différents, avec des vagues d'acquisition. Donc ma question sera provocante. Quelle est ta prochaine acquisition, Doctolib ou Hawkin? C'est vrai que les acquisitions sont un vrai sujet. On en regarde en continu. Le principe d'une bonne acquisition, c'est que de pas l'annoncer avant qu'on la fasse. Mais aujourd'hui, on a rien de très concret. On a eu quelques discussions récemment. Comment on fera des acquisitions? Ce sera toujours pour les mêmes choses. Des équipes extraordinaires qui ont développé des services qui aident à améliorer la santé des gens ou qui nous aident à développer des briques technologiques qu'on n'a pas en France ou en Europe ou ailleurs. Donc voilà, on n'a pas Nicolas a cité de très belles boîtes. On n'a pas la prétention d'être capable et d'être assez gros pour racheter ces boîtes-là, mais il y a plein d'autres pépites qui sont. Ça aurait été un sacré scoop. J'ai peut-être quand même une question parce qu'on a parlé de votre vision, de votre mission, du fait que l'expérience utilisateur est complètement dingue chez Alan, mais une fois qu'on a mis ça de côté, il reste le cœur du business et donc rembourser les gens. Tu le disais, hein, vous remboursez plus vite que la Sécu. Comment vous faites au-delà de l'expérience utilisateur, parce qu'à un moment, comme les autres mutuelles, vous êtes confronté à la nécessité de rembourser. Et du coup, je sais pas, que je m'interroge moi sur comment on fait pour avoir une mutuelle rentable. En effet, on a créé un modèle sous plusieurs aspects. Il y a plusieurs briques pour construire une boîte d'assurance. Il y a comment on met un prix sur nos produits. Ce qui est assez amusant, c'est que au début de la boîte, on n'avait aucune donnée historique, parce que on se lançait, et du coup, on a utilisé des méthodes un peu pirates pour obtenir des prix, c'est-à-dire essayer de télécharger tous les prix de tous les concurrents sur Internet et après faire des modèles mathématiques qui permettaient de déterminer le coût marginal de chacune des garanties en faisant des différences entre ces produits-là. Donc, c'était vraiment un peu une méthode de pirates. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a de la donnée historique, quasiment 80 000 utilisateurs qui utilisent le produit, l'application mobile tout le temps, etc. Maintenant, on a cette donnée historique qui nous permet, sur nos 80 000 membres, de un peu mieux prévoir le futur et du coup de déterminer le bon prix. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'être très transparent avec nos utilisateurs. Donc, on est très transparent à la fois sur notre croissance, nos chiffres, nos temps de réponse au service client, comme sur notre marge qu'on publie tous les ans. Et ça continuera à être important de trouver le bon équilibre entre créer une boîte rentable qui investit dans le futur, mais une boîte qui redistribue hyper bien la valeur en santé et en assurance santé. Et c'est ce qu'on arrive à construire en ce moment, je pense. Et là, on fera pas mal d'annonces encore cette année là-dessus pour rendre le système encore plus transparent et plus juste. Je me demandais en fait, je reviens un petit peu en arrière avec l'esprit d'escalier sur la question de Nicolas Brienne, là, qui est le DG de France Digital, qui posait des questions sur le rachat, mais je me demande dans une certaine mesure si il faut pas imaginer, enfin c'est pas du tout de la provoque, hein, c'est juste une réflexion un peu large sur la notion de build-up, c'est-à-dire de consolidation dans le marché. On voit qu'on a des gros champions dans la santé. Nous, ce qu'on aimerait faire et voir émerger, c'est évidemment des boîtes d'envergure mondiale qui rentreront dans le CAC 40. Hein, c'est pratiquement la vision du Next 40, c'est préparer le monde de demain, mais aussi le prochain CAC 40. Et du coup, est-ce que ça te semble complètement aberrant d'imaginer qu'il y ait peut-être justement des consolidations, pourquoi pas entre un Doctolib, même si c'est pas évident, pas du tout d'actualité, mais entre un Doctolib et un Alan qui sont assez complémentaires sur le marché de la santé. C'est-à-dire, c'est pas vouloir que l'un rachète l'autre, mais de vouloir vraiment construire un géant mondial, sachant qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus sur un ADN commercial, de déploiement commercial qui est Doctolib, et un autre qui est un peu plus orienté sur la data et l'information et les données, comme Alan. Est-ce que ça a du sens ou c'est complètement une idée bête et puis on passe à la suite? L'ambition de créer un géant mondial qui est capable de faire face aux géants américains, parce qu'il faut passer toutes les plus grandes boîtes aujourd'hui. Les GAFA ou les équivalents chinois sont en train de lancer des offres de santé. Et si on veut la souveraineté européenne et des acteurs, il va falloir bosser très dur. Ça va pas être facile. Il faut qu'on fasse du très très bon produit et du crédit. Donc, oui, pour créer des champions mondiaux, quel est le meilleur chemin pour le faire? Honnêtement, il y en a des dizaines, et sinon il faudra consolider
et que ça fait du sens, ça se fait peut-être. Et s'il faut le faire de manière indépendante, chacun, ça se fera. Il y a vraiment beaucoup de possibles, je pense. Mais il faut être agnostique, il faut être humble par rapport à l'étendue de la tâche. Ça fait 3 ou 4 questions avec Olivier là qu'on échange sur notre chat depuis le studio. On se dit on passe au sujet d'après, mais du coup pour rester dans cette question de croissance externe, d'acquisition, à l'inverse, est-ce que tu envisages le potentiel rachat d'Alan par une autre boîte? Est-ce que c'est des choses qui passent dans la tête des fondateurs déjà? Est-ce que c'est forcément pour plus tard? Voilà, c'est quoi votre regard là-dessus? Ouais, nous, notre regard, il est plutôt complètement à l'opposé. On a créé Alan et on le dit le premier jour, pas pour se vendre. On a d'ailleurs dans notre pacte pas de clause de liquidité, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que parfois les investisseurs peuvent essayer de vendre des parts de la boîte au bout d'un certain nombre d'années. Nous, on a refusé ça. Parce que on est là pour le très très long terme et on a une ambition de créer encore une fois une boîte qui a un impact équivalent américaine avec un ADN très différent, avec un ADN européen et du coup ça a des implications sur notre vision de la data, de la sécurité, de la privacy, etc. Qui je pense doivent être prises avec un angle européen. On est plutôt très en avance par rapport aux US, mais voilà, donc non, on va essayer de construire une boîte très indépendante et on espère vraiment y arriver. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors nous voilà dans la rubrique confiné mais pas confi. Nous on considère que évidemment, même si on est maintenant passé dans la période de déconfinement, que cette crise, sans s'appesantir sur ses conséquences, elle a forcément beaucoup joué. Peut-être qu'elle a aussi entraîné des opportunités économiques, malgré le drame sanitaire qui est vécu par beaucoup de nos concitoyens et surtout aussi beaucoup d'entreprises, voire des grandes entreprises, pas seulement des PME. Nous, ce qui nous intéresse aussi, même si on réécoute le podcast dans longtemps, parce qu'il est passionnant, c'est de savoir comment on aura vécu à l'intérieur d'Alan et dans la tête de Jean-Charles cette crise qui est arrivée. Bon, alors avec vous, il y a eu une particularité, c'est que vous avez réussi à lever des fonds et finalement à clôturer un tour de financement important en pleine crise. Mais d'un point de vue humain aussi, par rapport aux équipes, par rapport aux actionnaires et entre vous, comment est-ce que ça a été vécu et quelles ont été vos premières réactions? Du coup, nous, en effet, je pense qu'on a eu un peu de chance et un mix de paranoïa et de chance sûrement, mais c'est que j'ai quelques amis qui vivent en Chine et qui sont chinois et qui nous ont dès mi-janvier pas mal sollicité sur ce qui était en train de se passer et le fait qu'il fallait commander des masques tôt, du gel tôt et du coup on a commandé des masques et du gel pour le bureau dès le 20 ou le 25 janvier, donc très tôt. J'ai un peu poussé ça hyper tôt. Le deuxième élément pour nous, c'est que on a une culture de la boîte qui est sur la responsabilité distribuée, sur une culture de l'écrit assez forte, sur la transparence radicale, qui fait qu'on avait déjà beaucoup de travail à distance en fait. Et du coup, on a décidé de fermer le bureau complètement plus tôt que plus tard, ce qui nous a permis d'éviter les risques de propagation. Et c'était très important en fait d'être capable d'être là et de nous ne pas être disruptés, de pas nous faire arrêter par la crise parce qu'on devait être là pour nos membres, on devait être là pour nos entreprises. Pour la plupart des RH, des 5000 TPE, PME qu'on a comme clients, c'était du jamais vu, comme pour tous les Français. Et du coup, on les a accompagnés dans cette crise en leur publiant sur comment communiquer sur ces sujets-là à leurs salariés, en leur apportant un outil de diagnostic, en leur poussant du contenu de méditation, du yoga à distance, alors en les aidant à gérer le confinement. Là, plus récemment, avec le déconfinement, en leur envoyant des masques, on a aussi fait envoyer des vitamines à quelques entreprises et à leurs salariés pour les aider à garder un bon niveau d'énergie pendant cette crise avec un partenaire. Et du coup, pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de comment
on bouscule toutes nos priorités du jour au lendemain et chaque jour ça a évolué pour se concentrer sur comment aider nos utilisateurs et nos membres. Et l'équipe a fait un travail extraordinaire. Enfin, le niveau d'énergie, on a lancé notre plateforme de contenu en moins de 48 heures, un nouveau produit d'assurance, enfin un nouveau produit qui était complètement gratuit, accessible à tous, qui s'appelle Coup de pouce, en moins de 4 jours, qui permettait d'accéder à de la méditation, de la télémédecine gratuite, du contenu, un outil de diagnostic, un peu de remboursement de paracétamol au départ. Et ça, on a réussi à le lancer en 4 jours. Ça a un peu grandi aussi. Hein. Et ça, c'est vraiment grâce à l'organisation de l'équipe. Donc pour nous, ça a été un peu un enjeu d'être là et de confirmer l'importance de notre mission. Et je peux juste remercier chacun des Alaneurs, chacune des personnes qui travaillent chez Alan, parce qu'ils ont mis toutes leurs tripes dans ce moment hyper difficile pour être là, pour trouver des solutions innovantes, pour résoudre des problèmes hyper vite. Et je crois que ça a été vraiment perçu par nos utilisateurs, par nos membres, par les RH, parce qu'on a eu plein de retours très positifs qui nous ont fait très chaud au cœur. C'est très sympa, je me permets de t'interrompre parce que c'est très sympa de leur rendre hommage et c'est aussi un des sujets qu'on veut aborder nous dans le 40 nuances de Next, c'est la relation avec les équipes. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'une start-up au-delà des clichés, parce qu'on a trop souvent caricaturé ce que pouvait être la start-up et les solutions hypothétiques qu'elle peut apporter à la société en général et en particulier. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est des exemples concrets. Et donc face à une crise comme ça, on voit qu'est-ce que c'est que la résilience, qu'est-ce que c'est que l'agilité. Je crois que vous avez environ 200 collaborateurs, c'est ça ? Exactement, ouais. Dont en fait quasiment 30 qui sont arrivés pendant le confinement. Ah oui, donc vous avez continué de recruter en plein confinement et vous avez des objectifs de croissance d'équipe qui sont déjà inscrits dans vos budgets ? Oui, on était 165 au début de l'année. Là, maintenant, on est un peu plus de 200. On est 205, 210 et on vise d'être 250 à la fin de l'année. Donc, on va continuer à grandir. Nous, on est dans une position qui est confortable et on a une chance infinie quand on voit, en effet, beaucoup d'entreprises qui sont malheureusement très touchées de pouvoir continuer à investir dans le futur, donc de continuer à recruter, de continuer à développer des nouvelles fonctionnalités, à essayer de maintenir un service excellent pour nos utilisateurs malgré le contexte. Et c'est ce qu'on a fait, ouais. Justement, Jean-Charles, tu parles de votre position. Vous avez du coup un regard sur vos utilisateurs et sur leur utilisation de la médecine. On a beaucoup parlé pendant cette période de Covid de tous ceux qui du coup ne vont pas se soigner d'autres pathologies. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une boîte comme Alan ? Non, il est vrai qu'on a vu un ralentissement de certains actes de santé qui, on pense, sont déportés dans le futur, mais ce qui est un peu, enfin, en tout cas, qui pose des questions de comment ça va reprendre et est-ce que ce sont des éléments graves qui ne sont pas traités. En contrepartie, on a vu une hausse très forte de l'usage de la téléconsultation et qui, je pense, a permis de compenser une partie avec beaucoup de nouveaux membres de membres qui utilisaient la téléconsultation pour la première fois. Donc c'était assez intéressant et du coup qui crée de l'usage récurrent et plus d'accès aussi au contenu, plus d'interactions encore mobile avec nous. Donc c'est un peu les deux pendants. On pense qu'il y a en effet eu un peu moins d'accès aux soins sur des sujets, sur plein de sujets, mais sur l'optique, le dentaire, sur certaines spécialités aussi. Et à la fois de l'usage des nouveaux services digitaux qui est hyper intéressant. Est-ce que en fait, finalement, ce que tu sous-entends juste dans l'organisation de l'équipe, c'est qu'il n'y a pas de chômage partiel du tout dans vos équipes en fin de compte ? Ça se compte sur les doigts de la main. Et c'est plutôt des parents qui ont 4 enfants à gérer chez eux et qui l'ont demandé eux. Parce qu'ils étaient juste pas capables de travailler, mais sinon on tourne à 95% de capacité. Ouais. Du coup, est-ce que, comme tu disais, que juste pour finir un peu sur le sujet avant de passer à la rubrique d'après, ce que je trouvais intéressant, c'était comme tu disais, bon, vous étiez déjà en quelque sorte calibré pour le télétravail. La question qui se pose maintenant qu'on est après le confinement, malgré tout, c'est est-ce que ça aura, en dehors de la relation avec les RH, de tous les services que vous avez développés, que tu as bien décrits, est-ce que ça aura changé quelque chose dans votre vision du monde, mais aussi dans votre façon de travailler ?
Est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après? Et peut-être que je me propose, du coup, avant de te laisser répondre à la question, d'envoyer le petit jingle qui parle de ça, ce qui permettra de rubriquer notre podcast 40 nuances de Next comme une véritable radio professionnelle. I have a dream, c'est le monde d'après. Est-ce que tu as vu ça alors dans ton organisation, dans ta stratégie, dans ta vision, quelque chose qui aurait évolué, même si tu l'as dit, ton manifesto et en gros globalement l'ADN de Alan est resté la même, est-ce qu'il y aura quand même un avant et un après? Je pense j'ai deux éléments de réponse. Il y a sur l'organisation d'Alan et après il y a sur le problème qu'on est en train de traiter sur le système de santé. Sur l'organisation d'Alan, on était déjà en train de mettre en place toutes les briques pour dire on est une work from anywhere, on peut travailler de partout, une entreprise où on peut travailler de partout. Donc on avait déjà beaucoup de salariés qui étaient en travail à distance complet déjà, et on va continuer à pousser ça. On va garder des bureaux à Paris, mais on va étendre de plus en plus et recruter en fait partout en Europe, et on pense que ça marche très très bien. Donc on va continuer à pousser ça de manière très forte, et ça c'est un peu une accélération, je pense. Après, sur le monde de la santé, on a observé pas mal de points de rupture pendant cette crise. Je pense une surexposition à l'information qui était partout, qui a été assez effrayante, une confiance envers les autorités au sens large qui s'est érodée, avec parfois un manque de cohérence entre ce qu'il fallait faire selon les différentes sources et tout, qui a été assez effrayante. Une perception des inégalités qui a été accrue aussi, avec des fractures territoriales, des fractures entre les différents services, etc., des fractures d'accès entre différentes catégories de population. Un système de santé que les Français ont trouvé un peu dépassé malgré la qualité des professionnels de santé. C'est ça qui est profondément difficile à comprendre, c'est qu'on a plein de gens hyper extraordinaires qui travaillent, et à la fin on a l'impression que le système est un peu dépassé, et bien sûr la question de l'indépendance et de la souveraineté. Et du coup on pense que ça crée des opportunités de réinvention qui sont hyper fortes, parce que qu'est-ce qu'on a vu pendant cette crise? On a vu une action citoyenne qui était formidable partout, avec des collectifs, des associations, des individus qui ont voulu aider. On pense aussi que les gens vont vouloir, les utilisateurs, les citoyens vont vouloir de plus en plus de contrôle sur leur santé. Et on a fait pas mal d'interviews de nos membres et de potentiels utilisateurs. C'est vraiment un sujet qui revient. On pense que le parcours de soins va se digitaliser, et on pense que le rôle des entreprises, des fonctions ressources humaines aussi, va être de plus en plus fort. On l'a vu sur la question de santé mentale pendant le confinement, mais aussi sur la prévention, le bien-être. Ça va être un rôle. Et du coup, ce que ça implique en tant que société, je pense, c'est qu'il faut qu'on aille vite, il faut qu'on continue, même à la sortie de la crise, à continuer à innover, à continuer à tester. Il faut que le public et le privé continuent à travailler ensemble. Il faut faire émerger, on en parlait, des champions européens de la santé. Il faut bien penser comment on va utiliser la donnée. On en parlait. Bref, je pense que le monde va changer et qu'on a vu une accélération de la digitalisation de la santé, et qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là, surtout. Et il faut continuer à améliorer la situation pour tout le monde, que ce soit les citoyens, les médecins, les hôpitaux. Merci, oui, merci, parce qu'on voit que tu as une vraie vision sociétale, et c'est vraiment inspirant de t'écouter en cette période de crise, parce qu'on a besoin de gens comme toi qui restent pas les bras croisés. Et c'était bien aussi que tu parles de la santé mentale. Effectivement, moi, j'en profite pour faire une mini parenthèse publicitaire. Je soutiens un peu l'association SOS Amitié. Il y en a plein de gens donc, qui répondent de manière bénévole au téléphone. Et c'est vrai qu'en période de confinement et de crise, les appels explosent, et la question de réflexion sur la prévention du suicide et toutes les questions de dépression et de problèmes psychologiques sont posées encore plus dans le monde d'après, puisqu'il a été révélateur des tensions qu'on avait, notamment dans notre système de santé. Et comme tu l'as bien expliqué ici, mais est-ce que finalement ça remet en cause aussi, selon toi, des questions sur la catégorie start-up? Puisque la catégorie start-up, c'est cette catégorie, et j'aime bien souvent provoquer des entrepreneurs là-dessus, c'est cette catégorie qui valorise l'hypercroissance, par la pression des investisseurs aussi, hein, bien entendu, et la globalisation. Et donc ça, c'est deux sujets très importants pour toi. Tu es en très très forte croissance, tu es en globalisation. Et est-ce que c'est pas ce modèle aussi économique au sens large qui est un peu remis en cause ou bousculé? Je pense qu'on est capable d'allier
le tout. Et c'est pas facile, c'est difficile, mais il faut être capable d'allier hypercroissance, modèle économique qui est profitable et qui permet d'attirer les meilleurs talents mondiaux, globalisation parce que ça permet d'apprendre et d'améliorer le système pour tous. Et je pense pas qu'il faut améliorer le système de santé qu'en France, il faut l'améliorer partout, parce qu'on a vu à quel point tous les systèmes de santé étaient interconnectés en fait pendant cette crise aussi, à l'échelle globale. Mais il faut le faire de manière en effet avec des valeurs et des valeurs de transparence, d'essayer d'être juste. Et c'est une tension qui est hyper difficile à trouver, parce qu'on est une entreprise privée avec un modèle économique et qui a en effet des investisseurs. Et à la fois, on est dans un secteur qui est hyper important, qui est celui de la santé. Et du coup, on essaye de trouver le bon équilibre. Et nous, la manière de nous forcer à avoir le bon équilibre, c'est d'être radicalement transparent sur tout ce qu'on fait. Et du coup, parce que les valeurs, c'est important, c'est une base, mais du coup, elles doivent se traduire en action pour concilier parfois ce qui peut ressembler à des contraires. Concrètement, dans ce monde à la fois globalisé et plus transparent, que peut faire Alan à son échelle? Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de travailler à développer des nouveaux services qui améliorent le système, essayer de travailler main dans la main avec la force publique, avec tous les acteurs pour faire en sorte que ça marche et qu'on accélère tout ça. Il fait communiquer sur ce qu'on fait et quand on fait bien les choses et quand on fait mal les choses. On publie tous les trimestres la lettre qu'on envoie à tous nos actionnaires et on la publie sur notre blog de manière publique et en fait on essaie de maintenir ce niveau d'exigence, de transparence, parce que ce que ça nous force à faire en interne, c'est de se dire que toutes les décisions qu'on prend, on est capable d'expliquer pourquoi. Et un truc qui est important, je pense, on fait pas les choses pour essayer de plaire aux gens. Et ça, c'est l'autre point qui est important. Il faut pas essayer de plaire, il faut essayer de faire ce que nous, on croit est juste. Et peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord avec nous, peut-être qu'on se trompera, mais en tout cas, on va essayer et on va itérer. Et ça, c'est l'enjeu principal. Et du coup, sur la question de la répartition des richesses, qui est souvent ce qu'on entend reprocher à cette mondialisation, c'est quoi ton regard? Alors nous, la manière dont on essaye de le faire, c'est d'être transparent sur la marge et ce qu'on dégage. Après, c'est vrai que les valorisations du monde des startups sont assez hallucinantes et il y a une concentration de valeur qui est aussi assez forte. Hein. Faut pas se mentir. Nous, on essaie au moins de la distribuer avec 100% de nos salariés et de notre équipe. Après, c'est tout. La complexité de ce modèle est que il faut attirer. Enfin, quand on veut faire des choses d'envergure et d'ambition, il faut des personnes extraordinaires pour le faire. Et ces personnes extraordinaires, on est dans un monde compétitif et il faut les attirer et il faut bien les rémunérer aussi. Et il faut que le niveau de risque qu'ils prennent pour rejoindre la boîte et la rejoindre tôt, parce que c'est quand même un niveau de risque important. Parce qu'on se souvient que des succès, mais il y a eu beaucoup de cas où on aurait pu totalement rater. On va y revenir. Il faut le rémunérer d'une certaine façon. Après, j'encourage en effet. La France a un modèle redistributif qui est aussi bien et il faut maintenir ça. C'est vrai que j'en profite pour redire aussi que Alan est particulièrement attractif sur le marché du travail. Hein. Je sais que vous attirez les talents, y compris des talents de la Silicon Valley ou des talents du monde entier, ce qui est un des facteurs importants pour aussi pouvoir créer en quelque sorte un écosystème de la valeur en France et en Europe. Donc bravo pour ça. Je voulais peut-être aussi te poser une question avant d'arriver ensuite dans une rubrique qui sera peut-être un petit peu plus perso, mais entre les deux, il y a la question aussi du Jean-Charles un peu citoyen, et tu as le droit de botter en touche. Mais comme on parle du marché de la santé et qu'on parle également d'une grave crise sanitaire qu'on vient de traverser et qui n'est pas finie, est-ce que tu as un point de vue, comme tu as beaucoup parlé des données, est-ce que tu as un point de vue sur tout le débat autour de l'application Stop Covid, de la collecte des datas et de ce grand débat qui est en ce moment partout en France sur est-ce qu'on a besoin de plus de liberté, donc moins de data, plus d'anonymat, plus de sécurité. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Tu n'es pas obligé de l'avoir parce que tu peux avoir des réserves en tant que chef d'entreprise, mais si tu en as un, ça m'intéresse. Je suis honnêtement très tiraillé sur Stop Covid. C'est un sujet sur lequel on a évidemment réfléchi. Il y a même des membres de l'équipe qui se sont proposés d'aider
l'État de manière indépendante à Alan sur le sujet. On est très transparent là-dessus parce qu'il pensait que ça pouvait être un potentiel important pour nous aider à sortir de la crise. Je pense que ça mérite un débat. Il faut pas sacrifier la liberté à long terme, mais je pense qu'il faut pas se bloquer, ou à moyen terme d'ailleurs, et à court terme, mais il faut pas se bloquer de prendre des décisions intelligentes. C'est-à-dire que en France, un des risques qu'on a, c'est de dimensionner par le risque. Donc, c'est de se dire, il y a un risque sur la sécurité, et du coup, on va pas le faire, au lieu de se dire, il y a un risque sur la sécurité, comment on fait pour le résoudre? Et moi, c'est plutôt sur cet angle-là que je veux qu'on se positionne, c'est bien identifier tous les risques qu'il y a. Est-ce qu'il y a un risque d'identification qui est trop haut et dans quel cas il se présente? Est-ce qu'il y a un risque que l'information soit centralisée quelque part et est-ce que c'est dangereux ou pas? Et comment on résout ces risques? Et comment on s'assure que ces risques soient résolus? Et est-ce qu'on se dit que on a une application Stop Covid, mais que dans 3 mois, toute la donnée est automatiquement supprimée et que c'est pré-encodé je pense qu'on peut avoir beaucoup de solutions de privacy by design qui peuvent aider à résoudre les problèmes. Je suis pas sûr qu'on ait déjà toutes les réponses. Je crois que beaucoup de gens travaillent en ce moment pour essayer d'avoir ces réponses-là. Mais je pense que ce qui est dangereux, c'est de s'interdire d'y réfléchir et de s'interdire d'avoir une solution parce qu'on a peur. Et ça, c'est très dangereux. Avec Olivier, on ne s'interdit pas de collecter des données sur Jean-Charles Samuelian. Alors, on va aller chercher un peu plus qui est l'homme derrière Alan. On va passer tout de suite et Olivier, je te laisse lancer le jingle. On passe, si tu veux bien, sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Alors sur le canapé, c'est aussi l'intérêt de comprendre et de décortiquer les ressorts du succès, c'est de parler de l'entreprise, de sa capacité d'adaptation en période de crise, de sa vision du monde et de comment elle va améliorer même ce monde. Parfois, on parle de « to make the world a better place » dans le milieu et dans le jargon de la Silicon Valley, faire du monde un endroit meilleur. On sent que c'est ancré dans ta façon de voir les choses, dans ta vision d'entreprise, dans ton ADN ou ce que tu as appelé le manifesto. Et puis c'est vrai que je me permets de poser ta question du coup Thomas qu'on aime bien aussi, mais est-ce que finalement selon toi est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur, naît au sens naître? C'est une super bonne question. Je pense que il faut pas nier je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais quel que soit d'où on vient, mais ça a quelques présupposés sur l'amour du risque, l'amour de l'incertitude, être capable de vivre des coups durs et des coups d'adrénaline hyper forts, avoir envie d'apprendre et de se remettre en question en continu, parce qu'on se prend beaucoup de claques et on est tout le temps un coup derrière. Enfin, on ne fait que connaître des problèmes qu'on n'a jamais vécus et du coup, quand ça se passe bien et quand ça se passe mal d'ailleurs, et du coup, c'est extrêmement difficile de l'être, je pense. Mais est-ce qu'on l'est ou pas? Moi, je pense que en tout cas, ce que je sais de mon côté, c'est que j'ai eu la chance de naître dans une famille où il n'y avait pas d'entrepreneurs, mais où une partie de ma famille a immigré suite au génocide arménien en France, a dû tout reconstruire de zéro, et donc il y avait cette notion de construction, mais à la fois avec des parents médecins qui ont fait que mon risque personnel, quand j'ai créé ma première boîte à 22 ans, était plus faible que pour d'autres personnes parce que je savais que si ça se passait très mal, mes parents, dans le pire des cas, pourraient m'aider. Et en France, avec un diplôme, avec le système social qu'on a, j'avais assez confiance d'avoir ce tissu de sécurité qui était une chance extraordinaire et d'avoir rencontré, quand j'étais plus jeune, des entrepreneurs assez successful quand j'étais ado et qui m'ont inspiré et qui m'ont fait me dire que je devrais faire ça. Et du coup, en effet, c'était pour moi, je savais que je ferais ça depuis que j'avais 12 ou 13 ans, que je construirais des choses. Je savais pas exactement ce que ça voulait dire être entrepreneur, mais j'ai commencé à construire des sites internet à 13 ans et je savais que c'est ça
qui m'éclatait construire des choses. Jean-Charles, tu évoquais tes parents. Il y a un sujet forcément qui nous intéresse avec Olivier, c'est ce qu'on garde de l'enfance et du type d'éducation qu'on a reçu, qui ont forgé des caractères, des visions de la vie. Est-ce qu'il y a un exemple ou un souvenir qui t'ont forgé et qui aujourd'hui te permettent d'affiner ta vision du monde? Moi, je pense que qu'on fait mes parents très bien et d'ailleurs mes grands-parents très bien aussi, c'est me dire que j'étais capable de faire mieux que la génération précédente et que j'en avais la capacité et que que j'avais le droit de faire ce qui me passionnait. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est ce message qui est répété et qui crée une sorte de tissu de confiance qui donne envie d'essayer, qui fait que j'ai eu je suis extrêmement chanceux d'avoir eu un cadre familial comme ça qui m'a aidé à avoir confiance en le fait que je pouvais faire des choses, que quand je me suis passionné à commencer à construire des ordi, construire des sites internet quand j'étais ado, ils m'ont poussé à faire ça. Et quand j'ai décidé d'être entrepreneur, avant même de sortir de l'école, ils m'ont poussé à le faire. Enfin, et ça, voilà, je pense, pour moi, c'est avoir des parents qui mettent en confiance. C'est un outil et un tremplin dans la vie qui est assez extraordinaire. Alors du coup, tu évoques ce que tu as gardé de tes parents. Entre-temps, tu as aussi fait ton propre chemin. Si on additionne les deux, qu'est-ce que toi-même, tu voudras laisser en héritage à ton fils ou ta fille? Alors, je viens d'avoir un fils qui a 5 semaines, là. On espère qu'on aura... Je savais pas si on pouvait le dire. Ouais. Félicitations. Félicitations en live. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce que j'aimerais leur laisser? C'est un monde un peu mieux construit. Enfin, en tout cas, essayer d'avoir contribué à construire un monde un peu mieux. Mais pour eux, leur donner un bagage intellectuel qui leur permet d'avoir confiance en eux, d'avoir un esprit critique, de se passionner, de ne pas accepter le monde tel qu'il est ou tel qu'on leur dit qu'il est, parce que c'est hyper important, et d'avoir un peu les outils pour être heureux. Ce que j'aimerais pas leur laisser, c'est des débats vifs avec ma femme, mais c'est un bagage financier trop important parce que je pense que c'est pas leur rendre service. Donc quand je vois certains la philanthropie aux États-Unis a un autre angle, mais quand je vois ce que fait Bill Gates et je suis pas en train de me comparer, on est à des échelles à des années-lumière, mais de redistribuer quasiment la totalité de sa fortune pour des causes qui lui sont chères, je pense que c'est un truc qui est très sain. Donc bientôt la fondation Samuelian. Il faut réussir avant ça, on en est très loin. Bon, enfin, en tout cas, tu es en bon chemin et moi je note qu'il y a dans ta démarche et dans ce que tu racontes de tes ressorts, de ton histoire familiale, il y a beaucoup d'humilité qui vit avec l'ambition de Alan. C'est très intéressant que tu nous partages ça. Ça nous permet peut-être d'entrer dans une des dernières rubriques avec toi, donc je relance également un petit jingle et tu vas s'inspirer, respirer. C'était notre moment méditation qu'on te propose à ton tour. Alors cette idée de s'inspirer, respirer, c'est aussi de comprendre toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise qui a un certain succès et qui est déjà finalement reconnu, même si, comme tu l'as dit, tu n'es pas encore au bout de ton chemin et tu t'inscris dans le long terme. Mais nous, ce qui nous intéresse d'écouter, et beaucoup d'auditeurs, c'est de savoir qu'est-ce qui t'inspire quand toi, tu fais pas, quand toi, tu travailles pas forcément toujours sur ton projet Alan. On voit que tu écris beaucoup. Et d'ailleurs, on aura une question en ce sens d'un invité surprise. Peut-être qu'on peut la passer maintenant si tu veux bien. Allez, comme ça tu pourras répondre à tout le monde à la fois. Vous avez un message. C'est encore Cédric O. Alors Olivier et Thomas m'ont dit que j'avais une question, c'est pour ça que j'en ai une deuxième. Je vois Jean-Charles
On sait que c'est un gros travailleur, tout le monde le dit. On voit que quand il ne travaille pas, il publie sur Twitter ses lectures, ses réflexions. Et ma question, elle est très simple pour Jean-Charles, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? C'est une super bonne question. Je crois que j'ai la chance de, considérer que un peu ce que je fais chez Alan, c'est pas vraiment du travail. En tout cas, j'y vais tous les matins avec beaucoup de joie, de travailler avec des gens extraordinaires sur des problèmes qui me passionnent. Mais bon, ça reste quelque chose. Il est vrai que j'aime beaucoup lire, que je lis beaucoup et un peu tout le temps, ou écouter des choses. Et après, est-ce que tu pourrais nous partager, si tu as des idées de lecture à nous soumettre avant que l'activité économique reprenne à fond et qu'on aura moins le temps de lire? Ouais, là j'ai lu très récemment. Alors c'est un peu des bouquins, un bouquin de stratégie qui s'appelle Seven Powers, qui est de Hamilton Elmer, qui est vraiment intéressant sur comment créer un outil stratégique de pensée. Un bouquin assez extraordinaire de Shane Parrish qui s'appelle The Great Mental Models, le volume 2, qui reprend les concepts de la physique, de la chimie et de la biologie, donc des concepts scientifiques, et qui les applique dans la société d'aujourd'hui. Comment on peut s'inspirer de ces concepts-là pour réfléchir. Et alors du coup, comment je pourrais en parler pendant assez longtemps, mais il parle par exemple d'un catalyseur. Comment tu crées un catalyseur en chimie? Il y a une réaction qui se passe toute seule à une certaine vitesse, on rajoute un élément, ça ne transforme pas la réaction, ça fait que l'accélérer. Comment on applique cette notion dans une entreprise? Qu'est-ce qu'un catalyseur et qu'est-ce qui fait qu'on peut aller plus vite avec les mêmes équipes? Il y a les notions d'équilibre de force aussi qui sont hyper utiles en négociation, en discussion. Donc les notions d'évolution aussi, il parle pas mal de du darwinisme, de l'évolution et qu'est-ce que ça implique dans la société. Donc c'est assez passionnant. Bon, j'ai lu plein de bouquins sur le sommeil des enfants, l'évolution des enfants et tout. Je vous en passe les détails. Un livre que je conseille aussi sur un autre type d'entrepreneur que j'ai beaucoup aimé récemment, c'est Magellan de Stefan Zweig, qui raconte l'histoire de la découverte et l'opiniâtreté de Magellan, qui est assez passionnant. Après, je peux en citer des dizaines. Stefan Zweig, c'est bien de le citer parce que c'est un auteur qui est célèbre, mais qui est très connu pour l'ensemble de ses biographies. Moi, je viens de lire le Balzac de Stefan Zweig. On se rend compte que c'est à la fois un écrivain, un entrepreneur, et c'est assez incroyable cette façon qu'il a de rentrer dans la vie des grandes personnalités. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Il est assez extraordinaire dans la manière dont il décrit ça avec une justesse vraiment, vraiment belle. Et voilà. Et du coup, pour répondre à la question de Cédric, après, j'essaye de dédier du temps à ma famille et aux personnes qui me sont chères. J'aime beaucoup jouer aux cartes aussi. Du coup, j'ai une question un peu bête, ouais. Mais si on voit la quantité de travail que tu as bas et tu t'en es rajouté avec cette naissance récente qui vient d'arriver, et ça c'est formidable. Mais est-ce que tu peux nous dire si tu as un secret juste, je dis ça sans flatterie, etc. Mais est-ce que par exemple tu dors très peu? À quelle heure tu te réveilles le matin? Ou est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous partager? Ouais. En fait, j'ai réalisé qu'à une époque, je dormais peu et que une réalité un peu inverse qui est contre-intuitive, mais c'est en dormant plus que je travaille plus, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça veut dire par travailler plus? C'est que l'efficacité de mon travail est décuplée quand j'arrive à mettre entre 7h30 et 8h de sommeil par nuit. Et ça fait vraiment la différence, en fait. Bon, il va peut-être y avoir du coup une baisse de l'activité d'Alan pendant que... Mais après, c'est vraiment une question d'organisation. Les dernières semaines ont été un peu difficiles en termes de sommeil, mais on a eu de la chance, on a été aidés. Mais non, je pense que ce qui est très important pour moi, et je pense que mon secret, donc bon, il y a la qualité du sommeil, être très en forme et être bien dans ses pompes. Je pense que ça aide à beaucoup mieux travailler. Mais je pense, moi en tout cas, ce qui fait la différence pour moi, et je dis pas que ça s'applique à tout le monde, c'est de me structurer énormément mes journées pour avoir beaucoup de temps non structuré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on regarde mon calendrier, il y a des blocs partout, etc. J'ai très très peu de meetings, quasiment aucun. Mais en revanche, j'ai des temps, genre le mercredi matin de 9h30 à 11h, j'ai Hot Strategic Topic et c'est 1h30 de temps non structuré où je sais que je vais réfléchir à un sujet stratégique important de la semaine.
Et ça, c'est hyper important, je trouve, d'être extraordinairement organisé pour pouvoir avoir des temps de réflexion importants. Tu évoquais tout à l'heure que face aux belles réussites, il y avait parfois des moments plus difficiles. Je te propose de passer à notre moment la claque et nous partager quelle est la plus grande claque que tu as vécue dans ta vie entrepreneuriale ou personnelle. Waouh! Avant d'en parler, je vais juste citer Alex Karp, qui est le CEO de Palantir, j'avais vu une fois une conférence et qui m'avait beaucoup touché en disant il y a deux types d'erreurs, il y a de mistakes, il y a les non-productive et les productive mistakes. Et les productive mistakes, c'est ceux dont on apprend, les erreurs productives, et ça, il faut en faire plein. Et les erreurs non productives, c'est celles dont on n'apprend pas, et celles-là, elles sont très graves. Et un exemple des deux? J'ai eu la chance d'essayer de transformer, et parfois ça a mis du temps, mais toutes mes erreurs ont des erreurs productives, et je pense que c'est ça l'effort qu'il faut faire. Parfois, ça a mis 5 ans, mais je pense qu'une erreur récente, et je sais pas si c'est la plus grosse claque, mais on a fait une campagne télé avec Alan l'année dernière en septembre, et j'ai pas mal travaillé sur l'aspect créatif en gérant pas mal d'autres trucs à côté, et ça n'a pas réussi du tout comme on voulait. On a essayé de faire un truc très inspirant, et en fait, c'était trop complexe et les gens n'ont pas réussi à associer à la marque et ça n'a pas eu l'impact qu'on voulait pour l'investissement et oui, peut-être que on s'est un peu pris, je me suis un peu pris pour Steve Jobs et Think Different dans la manière dont ils ont voulu construire la marque et on n'a pas eu le même niveau et qualité d'exécution. Ça c'est sûr et ça a été une bonne claque parce qu'on a investi beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent et ça a pas marché. Voilà. Mais ce qu'on a appris, on a appris plein de choses sur comment construire notre plan de communication, notre plan de marque, comment communiquer. Et donc, c'était une bonne erreur productive, mais qui a été une petite claque récente. Ouais. Alors là, comme tu es venu me chercher sur le terrain des citations, et c'est un moment que j'adore, Thomas le sait, tu parlais des erreurs productives. Je vous pose un petit quiz simple à Thomas et à Charles. Qui est-ce qui a dit « soit je gagne, soit j'apprends » ? Mon père. C'est possible. Une grande personnalité. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, je sais pas. Je crois pas que je l'ai. Écoute, c'est une des phrases les plus connues de Nelson Mandela, qui finalement rebondit un petit peu, avant ou après d'ailleurs, sur cette notion d'échec nécessaire sur le chemin de la réussite. Bon, écoute, on a été hyper inspirés. Je pense que c'est peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Thomas, le moment aussi de mettre un peu le projecteur, la lumière sur des choses un peu différentes grâce à Jean-Charles dans son podcast. Tu veux un mini TEDx? Ça peut être le moment de la carte blanche, en effet. Et donc, je propose de lancer le jingle et puis tu peux réfléchir entre-temps. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est donc le moment où Jean-Charles Samuelian a carte blanche complète pendant 3 minutes pour évoquer le sujet de son choix, une cause qui lui tient à cœur, un coup de gueule. Ça peut être aussi l'exposé de 3e en sciences naturelles dont il a toujours voulu parler mais qui n'a pas eu l'écho attendu à l'époque. C'est maintenant, Jean-Charles, on t'écoute. Je crois que je vais parler peut-être d'un sujet dont beaucoup de monde parle mais qu'il ne faut pas oublier avec la crise sanitaire actuelle qui est la crise environnementale qu'on connaît en ce moment et le niveau d'énergie mondiale qu'on est en train de mettre pour essayer de résoudre la crise sanitaire. J'espère qu'on va continuer à l'appliquer à la crise environnementale, à la fois au niveau citoyen, au niveau des entreprises, au niveau des États. J'ai pas de réponse, mais j'espère qu'on va voir aussi émerger plus de boîtes qui essayent de transformer ce segment et en fait on a parlé de frictionless, mais comment on rend frictionless pour tous le fait d'améliorer sa contribution environnementale et c'est clairement impossible d'être parfait et tout le monde continuera à voir, mais comment on transforme peu à peu nos usages en tant que citoyens pour faire en sorte que les politiques se sentent forcés de modifier la réglementation, parce que je crois vraiment que ce sera du bottom-up, que ça partira de nos usages de citoyens, qu'on va réussir à transformer l'industrie donc et les États.
Et donc, s'il y a un sujet sur lequel j'espère qu'on va mettre beaucoup de bandes passantes et de savoir dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est ce sujet-là. Donc ce que tu dis, c'est que l'État doit faire sa part dans les règles et les normes. Je pense que l'État doit faire sa part et que les citoyens doivent faire leur part. C'est que à la fin, il ne faut pas en vouloir aux politiques. On est dans un système où le politique doit faire ce qui est représentatif des volontés d'une majorité. Et du coup, si on n'a pas une majorité qui veut qu'on construise un monde qui fait plus attention à l'environnement, ça sert à rien d'espérer. Donc, ça, il faut partir vraiment de la base, je pense. Après, ce qui est certain, je te remercie d'ailleurs d'avoir porté notre attention sur ces questions environnementales. On a tous observé évidemment que la qualité de l'air s'est améliorée en confinement, que la qualité de l'eau est devenue plus pure, que voilà, l'économie au ralenti et moins de mobilité, ça permet de favoriser le retour en quelque sorte à la connexion avec la vie animale, la vie naturelle et des rythmes un peu différents. Ceci dit, bien entendu, si tout le monde devait rester en télétravail, ça ne fonctionnerait pas complètement, donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi. Je l'observe dans pas mal de startups. Il faut en plus avoir des modes d'organisation dans les entreprises, mais également des infrastructures qui permettent d'avoir de la fibre, par exemple, partout pour éventuellement moins se déplacer et pouvoir mieux travailler dans des conditions plus favorables techniquement aussi. Clairement. Merci beaucoup pour cette carte blanche inspirante. Ce que j'aurais trouvé intéressant, si tu en es d'accord Thomas, c'est qu'on puisse peut-être maintenant mettre l'accent sur la rubrique Sista. Eh bien écoute, je me concerte avec moi-même, on est tous d'accord. Voilà, sur ces petites quelques notes de respect d'Aretha Franklin, ça permet d'attirer l'attention sur une des réalités. Quand on parle d'impact dans notre société, c'est également l'impact de la féminisation. Et parfois, elle est insuffisamment présente, notamment dans les statistiques des startups. Donc, il y a un collectif qui s'appelle Sista, créé par des entrepreneuses, Tatiana Jama, également Céline Lazorte, et plusieurs d'entre elles qui attirent l'attention du point de vue des fonds d'investissement, des pouvoirs publics, sur le fait qu'il y a moins de dossiers montés par des startups qui sont des entrepreneuses, donc des start-upeuses en quelque sorte, et puis également souvent elles sont moins financées. Donc il y a des biais vraisemblablement dans l'analyse des dossiers, dans la façon dont sont pris les risques en termes d'investissement et en termes de création d'entreprise. Donc ce qu'on essaie de faire dans cette rubrique Sista, c'est de donner la parole à des entrepreneurs qui sont en grande majorité dans le Next 40 des hommes, souvent des hommes blancs issus des grandes écoles, donc avec assez peu de diversité aujourd'hui, et donc de leur demander de mettre un coup de projecteur sur une entreprise ou une start-upeuse. Donc voilà, c'est une autre forme de carte blanche, mais c'est une carte blanche féminisée et qu'on ira interroger en ton nom. Alors, comme j'aime pas trop respecter les règles, je vais en citer deux. Je vais citer Julia Chapon de Yuka, qui a changé, je pense, les usages alimentaires de beaucoup de monde. Et ce qui est hyper intéressant, c'est comment elle est partie avec son équipe, avec une toute petite équipe d'un tout petit produit qui a grandi très très vite. Et je mentionnerai aussi Eleonore Crespo, qui est en train de monter Pigment, qui est une toute petite start-up en ce moment, mais qui est aussi une entrepreneuse, je pense, qui tient beaucoup de promesses. Alors Jean-Charles, on serait ravis d'avoir les deux dans ton podcast. Si nous devions en choisir qu'une, laquelle tu nous proposes et de fait, pourquoi tu l'as choisie et quelles questions tu aimerais qu'on lui pose en ton nom? Je vais choisir Eleonore parce qu'elle est encore au tout début et c'est bien de mettre la lumière sur elle. Je pense que c'est important. Julie est un peu plus connue. Pour contexte. Eleonore était avant chez un investisseur qui est Index Ventures et du coup je l'ai connue par là et elle a choisi la voie entrepreneuriale et je pense que ce qui est assez intéressant c'est qu'elle pose beaucoup de questions sur comment grandir, sur le mentoring, etc. Et du coup d'aller la voir et lui demander comment elle, justement en tant qu'entrepreneuse, elle arrive à s'entourer pour grandir très vite et apprendre les b.a.-ba du métier, parce que j'ai l'impression qu'elle fait ça très très bien.
Eh bien, un grand merci Jean-Charles, notre associé Solène se fera ton porte-voix. Avec Olivier, on tient évidemment à te remercier pour ton temps et peut-être laisser la conclusion de ton propre podcast avant de lui donner la parole. Merci en tous les cas, oui Jean-Charles, merci Thomas, j'ai passé un moment hyper inspirant pour ma part. Je connaissais bien Alan en tant que client, comme je l'ai dit. Je connais moins bien Jean-Charles. On se croise parfois dans des événements, disons, autour de l'entrepreneuriat ou dans les instances officielles. Mais là, on a eu l'occasion de beaucoup mieux te découvrir. Et on sent aussi pourquoi des investisseurs aussi internationaux et aussi globaux ont mis des gros tickets sur votre pari entrepreneurial, qui est la y compris pendant la crise. Voilà, y compris pendant la crise, autour du projet Alan, de la prévention de la santé et de l'accompagnement des RH de tous vos clients. Merci infiniment à tous. Et en effet, pour conclure, je dirais juste, si chacun, comme on l'a vu là, ces derniers temps, prend sa part de sa mission d'essayer d'améliorer le système et à la fois de respecter le travail de ceux qui essayent de le faire, parce que c'est très dur l'exercice du pouvoir et de prendre des décisions très compliquées. Je pense que on va réussir à construire un monde meilleur tous ensemble et c'est hyper excitant. Eh bien, merci à toi. Et tout de suite, Solène avec Éléonore. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la sista de Jean-Charles Samuelian, Éléonore Crespo, cofondatrice de Pigment. Bonjour Éléonore. Bonjour Solène. Éléonore, Jean-Charles a été assez mystérieux quant à Pigment. Il nous a juste dit que c'était les tout débuts. Est-ce que du coup, pour nos auditeurs, tu pourrais pitcher Pigment ? Bien sûr. Alors, effectivement, on est une boîte qui est encore en stealth, hein, donc on n'a encore pas vraiment expliqué au grand public ce qu'on faisait. Donc, je vais essayer de le faire de manière concise. On est en réalité un outil de planification, de budgétisation et de prévision des ressources de l'entreprise. Alors, par exemple, c'est un outil qui peut servir à une société à planifier ses ventes, à planifier son budget, à planifier ses recrutements et dans le temps aussi à planifier, par exemple, son impact environnemental. C'est un outil qui est crucial, d'autant plus que l'entreprise est grande, car il permet au mieux de piloter sa stratégie et de mettre en place la bonne exécution de ce plan. Peut-être un exemple aujourd'hui avec la crise qui peut illustrer mon propos. Je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument clé d'apporter un maximum de flexibilité et de résilience aux entreprises. Et ça sera aussi fondamental de les aider à gagner en visibilité quand il y aura la reprise. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut les aider avec l'outil Pigment. Alors, Éléonore, Jean-Charles nous disait qu'avant, tu travaillais côté investisseur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'autre côté de la barrière ? Alors justement, je dirais que Jean-Charles a été une inspiration exceptionnelle pour moi, ainsi que tous les autres entrepreneurs que j'ai pu aider. Je citerai notamment Rodolphe de Spendesk, Christophe de Slide, Loïc de Launcher, maintenant Swile, et des entrepreneurs que j'ai pu entendre dans les premiers épisodes de votre podcast. Je trouve ça extraordinaire de voir l'énergie et la passion qui est déployée dans ces projets magnifiques qu'on a en France. Et j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté de la barrière pour faire la même chose, pour dédier ma passion à un projet qui me tenait absolument à cœur et d'essayer de devenir un leader mondial dans une catégorie. Donc je les remercie en fait énormément de m'avoir autant inspiré lorsque j'étais chez Index Ventures en tant qu'investisseur. En tout cas, je pense que le message est passé. Éléonore, comme tu le sais, nous avons une question pour toi de Jean-Charles. Jean-Charles se demandait comment, en tant qu'entrepreneur, tu réussissais à t'entourer pour grandir et apprendre le b.a.-ba du métier. J'essaie de m'entourer au mieux de tous les entrepreneurs qui ont fait des réussites extraordinaires aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, pour apprendre de leurs réussites, de leurs échecs. J'ai toujours essayer d'apprendre comme ça dans ma vie, d'absorber des gens qui m'inspiraient. Je pourrais parler de mes frères et sœurs, de mes parents. Aujourd'hui, Romain Nicoli, mon cofondateur, qui était le CTO de Criteo, est un très grand mentor pour moi, pour ne citer que lui. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être ouverte aux autres et de vraiment trouver le meilleur de ce qui a été fait aujourd'hui pour s'en inspirer.
et donc de valoriser ce partage d'expérience. Bientôt, ce sera certainement aussi à toi de partager ton expérience avec Pigment. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et belle vie à Pigment. Un immense merci Solène et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup Éléonore. À bientôt. À très bientôt. Merci. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.